Merci d'être présent ce midi. Je crois, je crois que vous avez tous eu l'annonce de l'enregistrement en cours. J'espère qu'un jour, Zoom va nous donner un mode où il y a possibilité de garder sa webcam ouverte tout en enregistrant, parce que moi, j'aime bien voir les gens quand je présente. Donc, gênez-vous pas. Évidemment, c'est pas grave si vous éteignez, mais c'est toujours plus agréable quand on présente d'avoir un peu de feedback visuel. Je vais vous parler aujourd'hui du projet de données structurées de la danse sur les routes. Juste avant de commencer, je vais tout de suite gérer la logistique en vous partageant mon écran. Euh, euh, vous devez voir probablement à puis je vais essayer de faire en sorte d'avoir la fenêtre de chat. Ouais, c'est ça. Je vais avoir la fenêtre de chat pas loin si jamais il y a des questions qui se présentent. Puis avant de commencer, peut-être un court mot. Donc, ADSS, c'est une équipe de généralistes du numérique qui ont chacun une spécialité sur un sujet particulier. C'est une entreprise que j'ai cofondée avec Clément Laberge, Clément qui n'est plus dans l'entreprise depuis quelques mois, mais qui fait toutes sortes de projets dans le secteur du numérique en culture. Aujourd'hui, on va parler comme je le disais, du projet de la danse sur les routes, mais je pense que Stéphanie, si elle avait pu être des nôtres, vous aurait expliqué un peu l'origine de tout ça. C'est une présentation qui s'adresse, en fait, qui part de la base. Donc, on va refaire le tour un peu de c'est quoi les fondamentaux, les raisons qui ont motivé ce projet-là. Et pour faire ça, je vais expliquer certains éléments relatifs au fonctionnement du web d'aujourd'hui. Donc, j'ai vu tantôt quand les gens se connectaient, j'ai reconnu plusieurs personnes. Et je vous connais assez tous pour savoir qu'il y a plusieurs personnes qui sont des grands spécialistes des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, vous apprendrez peut-être pas grand-chose dans la première partie de la présentation, mais au fur et à mesure qu'on progresse, on se rapprochera de ce qui a été fait spécifiquement dans le cadre du projet avec la danse sur les routes. Comme je le disais, petit tour d'horizon du web pour après ça converger vers des choses plus concrètes. Rappel sur la façon dont le web fonctionne aujourd'hui. Pour plusieurs personnes, la porte d'entrée du web, c'est un moteur de recherche. Et souvent, dans la très, 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 très grande majorité des cas, dans nos sociétés, disons, sociétés occidentales, c'est Google qui est la porte d'entrée en question. Donc, évidemment, il y a d'autres portes d'entrée sur le web. Les réseaux sociaux sont un très bon exemple. Disons, ce matin, on va partir de ce point de départ-là. Puis, je veux juste qu'on partage quelques observations sur la façon dont ce point de départ-là de navigation influence notre façon de comprendre les choses, puis est en train de changer, évolue rapidement. Si je vais sur Google, j'écris la danse sur les routes, j'obtiens une page de résultats qui va me présenter plein de choses. Il y a des liens vers le site web La danse sur les routes, mais aussi vers d'autres sites, vers la page Facebook. Puis, on voit là, dans le milieu, il y a des vidéos qui apparaissent. Puis, à droite, j'ai une fiche d'information qui me donne une carte présentant l'adresse des bureaux de La danse sur les routes, même il y a une photo de la façade, de la porte d'entrée. Puis ça, c'est vrai si je fais cette requête-là, ou si je cherche le nom d'un autre organisme, même chose, des liens, mais ici, bon, je n'ai pas de vidéo. Par contre, j'ai des questions fréquentes que les gens posent. Encore une fois, la forme de page de résultats de recherche-là va aussi être assez différente selon le type de requête que je vais faire sur Google, selon l'intention que j'ai. Si je cherche spectacle à venir à Trois-Rivières, soudainement, j'ai évidemment encore et toujours des liens. Ça, c'est comme le fondamental dans Google. Mais j'ai une série de cartes qui apparaissent avec un genre de carrousel qui s'appelle l'événement à venir. Je vois des noms de spectacles, des dates, des lieux. Je ne sais pas forcément d'où viennent ces informations-là, mais visiblement, là, il y a quelque chose qui se passe, que c'est plus seulement des liens que j'ai dans Google. Ce phénomène-là existe également sur mobile. Le même type de requête, là, si je l'ai fait sur mon téléphone cellulaire ou sur un appareil qui a un beaucoup plus petit écran, une mini-tablette par exemple, je vais avoir des mises en page légèrement différentes avec des informations qui se ressemblent, des fois vont être un peu différentes. Mais ce qu'on constate, c'est que dans le cas de mes recherches sur mon téléphone, la première chose que je vois
contrairement aux écrans précédents que je vous ai montrés, c'est juste l'information sur l'organisation dans ce cas-ci, peut-être sur les spectacles dans d'autres cas. Si je veux voir le reste, j'ai de plus en plus de gestes à faire. Donc, il faut que comme on dit en français, je scroll. Je fais défiler l'écran de mon cellulaire pour voir le reste. Puis ce qu'on constate, qu'on l'observe autant sur l'ordinateur que sur mobile, c'est que la forme des résultats dans Google, à laquelle on était habitué il y a 5-6 ans ou même 3-4 ans, qui était une liste de liens, se transforme de plus en plus pour devenir quelque chose qui ressemble un peu plus, j'ose le mot un magazine, c'est un peu poussé, mais disons une mise en page un peu plus dynamique et surtout des blocs d'informations qui ne sont pas seulement des pointeurs, mais qui me donne l'information. Fait que, mettons un petit peu, gardons ça en tête. Je vais partager d'autres observations sur ce qu'on observe, d'autres phénomènes qu'on voit sur Google ou sur la façon dont on cherche de l'information sur le web. L'autre élément qui est notable, c'est que depuis un certain nombre d'années, puis la tendance ne fait que continuer en 2022, ben, on voit de moins en moins de trafic provenant d'usagers qui ressemble à celui en haut à gauche, c'est-à-dire avec un grand écran. C'est un ordinateur portable, mais ça reste un grand écran. Puis de plus en plus de gens qui vont utiliser des plus petits écrans comme celui d'une tablette, d'un téléphone, d'un tout petit écran qui est sur une montre, qui se porte à un poignet, voire qui consulte l'information avec des appareils qui n'ont pas d'écran du tout. Ce sont des assistants vocaux et où c'est la voix qui va être l'interface pour consulter ça. Ce qu'on sait, c'est que, puis là, le chiffre de 50% est conservateur, disons, mais au moins la moitié des recherches aujourd'hui se font sur des petits écrans, des très petits écrans, voire sans écran. Après, sur différents sites s'adressant à différents publics, évidemment, les chiffres vont varier. En moyenne, on est basculé à plus de la moitié des recherches qui se font sur ce qu'on considère être des petits écrans. L'autre observation, d'abord, petit commentaire là-dessus, hein, c'est à partir du moment où l'espace est réduit, la priorisation de l'information qui va être présentée est importante, en ce sens qu'un moteur de recherche comme Google, qui veut satisfaire ses usagers, va essayer de mettre en haut, voire visiblement, ou quand c'est un appareil qui énoncer une seule chose. Donc, le fait d'être premier, le fait d'être bien positionné devient encore plus important. Parce qu'à l'époque où Google nous affichait 10 liens, être dans les 10 premiers liens, c'était déjà bien. Si notre assistant vocal ne nous énonce qu'un seul de ces liens, on veut être celui-là. Sinon, on risque d'être moins... en fait, on ne sera pas du tout visible ou audible si on veut le prendre sous cet angle-là. Donc, mettons ça de côté 2 secondes. L'autre observation à faire, c'est que les gens vont de plus en plus de chercher des noms, comme des noms d'organismes ou des noms de spectacles, faire des requêtes de plus en plus proches de ce que serait la façon dont ils le mentionneraient à un autre humain. Hein. Il n'y a plus personne qui fait des requêtes comme celle-là là, sur le web en mettant des mots entre guillemets, en mettant des plus, des moins, des et, des ou, un peu comme on faisait sur Alta Vista en 1999. Les gens vont poser des questions ou vont faire des requêtes qui sont plus proches de ce qui obtenir. Et puis, à ce genre de requête-là, entre autres, en tentant de comprendre qu'est-ce que la personne cherchait et lui donner l'information plutôt que de lui donner un pointeur vers l'information. Comme je disais tantôt, nos fameux 10 liens organiques qu'on avait il y a quelques années, c'était des pointeurs vers l'information. Désormais, si je cherche spectacle à venir à Trois-Rivières, j'ai une réponse. Je vois que le 17 février à 20h, il y a Sylvain Cossette dans telle salle, puis je vois qu'à telle autre date, il y a tel autre spectacle. Évidemment, il y a des choses qui sont un peu étranges dans ces résultats-là. Si on pourra en reparler, disons que le concept de
j'ai demandé un spectacle, Google me répond avec des événements. Déjà, il y a une petite nuance entre les deux. Mais ceci dit, on voit que le contexte évolue, puis on voit qu'il a tenté de répondre à ce qu'il a deviné être ce que je cherchais. De la même façon que quand j'ai cherché le nom de la danse sur les routes, il s'est dit, ben, probablement, peut-être que tu veux y aller, peut-être que tu veux te rendre là-bas, donc voici l'adresse, voici les coordonnées, voici les heures d'ouverture. Puis il s'est dit, ben, peut-être que tu veux acheter leurs produits, puis il a présenté ici quelque chose qu'il appelait un produit. Là, il n'y a pas de produit, ce n'est pas un site de commerce électronique, le site de la danse sur les routes, mais il a quand même détecté quelque chose qui est interprété comme étant un produit. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Google tentant de répondre aux questions, ben, il se passe un phénomène où les gens trouvent des réponses dans Google plutôt que de trouver des réponses dans les liens à partir de Google, ce qui était la façon de chercher dans l'Internet il y a plusieurs années. Et ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'internautes qui se contentent de ce que Google leur affiche. C'est-à-dire qu'ils ne feront pas de clic vers des liens. Et donc, ça, c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène du zéro-clic. Cet article-là, qui date de 2019, disait qu'on était déjà à 49% des recherches qui s'arrêtent à la page de résultats de recherche, donc les gens ne vont pas visiter les sites web. Je n'ai pas vérifié de données plus récentes, mais c'est certain que si ça n'a pas augmenté, c'est sûr que ça n'a pas diminué parce que les pages présentent de plus en plus d'informations. Fait que tout ça, c'est le contexte global dans lequel disons qu'il y a la motivation de plusieurs projets actuellement au Québec autour des enjeux de découvrabilité. Puis là, comme je disais tantôt, les plus spécialistes qui assistent aujourd'hui, c'est des présentations que vous avez déjà vues, c'est des diapos que j'ai récupérées de Clément. C'est un discours qu'on a vu depuis longtemps. Mais après, là où on va aller un peu plus loin dans quelques minutes, c'est de parler de comment la danse sur les routes a essayé de tirer son épingle du jeu à travers tout ça, puis de mettre en place des solutions concrètes pour ça. Entre les deux, il faut un peu parler de comment on peut, c'est ça, concrètement, c'est quoi les outils à notre portée pour essayer de dire, maintenant que je comprends ça, comment je peux intervenir. Une façon de le voir, c'est de se dire que l'information qu'on voit dans l'ensemble de ces pages de résultats de recherche-là qui mènent à la tendance zéro-clic, elles viennent de plein d'endroits sur le web. Puis là, je n'entrerai pas dans le détail de toutes ces sources-là, puis des données liées, puis ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a la petite étiquette ici, là, qui dit vous êtes ici. Là, ce qu'il dit, c'est que les sites web de tous les organismes, que ce soit des diffuseurs, que ce soit des sites web d'artistes, peuvent faire partie, disons, de cette toile d'information-là, puis que, je vais y revenir plus tard, c'est une des zones d'influence les plus fortes dont on dispose pour essayer de s'inscrire dans ces résultats-là. Puis c'est un peu ça le projet de données structurées de la danse sur les routes, c'est de dire on va utiliser notre site web. Évidemment, il faut être présent ailleurs, il faut être présent à plein d'autres endroits, mais le point de départ, c'est notre site web. On va essayer de faire en sorte qu'il puisse s'inscrire dans cette toile de données-là qui mène à nos résultats sur Google. Je reviendrai tantôt. Disons, retenez que de plus en plus, on sait que on dit que le trafic sur Internet vient de robots. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de plus en plus des efforts qu'on fait pour présenter nos sites web qui doivent tenir compte du fait qu'ils vont être indexés par des robots qui, eux, servent après à monter les pages de résultats de recherche dont on a parlé, à alimenter des assistants vocaux, ainsi de suite. La vraie question avant d'arriver au projet de la DSR, puis là, vous voyez, je converge vers l'idée de comment on peut utiliser notre site web pour se démarquer là-dedans, c'est évidemment de travailler à optimiser le site puis tout ça, mais ça va s'inscrire dans une démarche plus large qui est celle d'améliorer la découvrabilité de nos offres, de nos créations, des personnes avec qui on travaille. Stéphanie m'avait demandé d'introduire le concept de découvrabilité. Donc, pour faire ça, j'ai choisi, comme tout le monde, d'utiliser une définition parce que il n'y a pas de débat, disons, mais il y a des variants de cette définition-là, si on veut, qui circulent parfois. J'ai utilisé
celle de la mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones. Donc, la définition de la découvrabilité, c'est dans un environnement numérique, ça se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité d'être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. Donc, on retrouve dans cette définition-là plusieurs éléments importants. Puis je pense qu'on va y revenir un peu plus loin. En tout cas, j'espère que ça va devenir un peu plus, ça va devenir plus concret un peu plus loin. Moi, j'aime bien insister sur disponibilité en ligne parce que c'est le prérequis. Ce n'est pas nécessairement suffisant pour être repérable parmi un vaste ensemble d'autres contenus par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. Mais si on n'est pas présent en ligne, si ce qu'on veut faire découvrir n'existe pas dans le web, c'est certain qu'il ne sera pas découvrable. Donc, c'est le premier élément, la présence. Deuxième élément, c'est d'utiliser les liens qui existent entre les données et les contenus qui sont sur le web pour faire en sorte que justement une personne qui ne cherchait pas précisément ce qu'on offrait puisse le trouver. Pour être super concret, là, en fait, disons, pour faire un exemple concret parmi plusieurs scénarios, celui que j'évoquais plus tôt, la personne qui cherche un spectacle à Trois-Rivières, elle ne connaît pas nécessairement le fait qu'il y a un spectacle de danse à telle date, à tel endroit, puis elle ne sait pas non plus qu'il y a un spectacle d'humour, puis ainsi de suite. Là, elle est sur une recherche que j'appellerais semi-précise. Elle cherche un spectacle, mais elle ne sait pas encore lequel. Donc là, on veut que nos spectacles à nous émergent à travers la liste, parce que sinon, c'est sûr que cette personne-là puis elle pourrait être encore plus précise. Si elle était très précise en disant « je cherche de l'information sur tel spectacle de danse à telle place, à telle heure », on sort un petit peu du périmètre de la découvrabilité, puis si on peut le dire comme ça. C'est ça, l'intention est plus précise. Ceci dit, si la personne dit « je cherche un spectacle de danse à telle heure, à telle place », puis ainsi de suite, elle n'a pas besoin de découvrir le spectacle de danse, elle le connaît. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y parler d'un autre spectacle en plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui offrir d'acheter le livre qui est associé à l'histoire qui a inspiré le spectacle. Donc, on va aussi tomber dans le domaine de la découvrabilité, mais le spectacle lui-même n'en fait pas partie. J'espère pas vous avoir mêlé avec mes exemples, parce qu'en essayant d'être concret, des fois, on tombe dans l'anecdote. Ceci dit, retenons que les moyens pour stimuler la découvrabilité sont nombreux. Il y en a qui sont associés à des actions que les organismes culturels font de toute façon, de façon que je salue. Donc, j'ai mis le lien. Je ne sais pas si la présentation va circuler, là, mais sinon, on mettra les liens sur le chat pour les gens qui veulent. J'ai quelques liens un peu partout. Là. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens de la Cogency nous proposent une façon de réfléchir les actions associées à la découvrabilité dans 4 catégories. Certains qui s'adressent plus aux humains, d'autres qui s'adressent plus aux machines, certains qui sont plus sur le court terme, d'autres sur le long terme. Retenez que pour rendre les choses simples, les actions de découvrabilité, notamment celles de promotion et de marketing numérique, que tout le monde fait de façon naturelle. La suite de la présentation, je vais me concentrer plutôt sur ce qui est dans le bas, dans les piliers du bas, essentiellement celui des métadonnées liées structurées, parce que c'était le projet sur lequel on a le plus travaillé. Retenons que ce n'est pas la seule chose importante. Je pense que dans une stratégie, l'ensemble des 4 piliers doivent être couverts de différentes façons, avec différents niveaux d'énergie. Puis pour parler de ces données structurées liées-là, puis revenir à ce que j'appelais tantôt notre zone d'influence existent, puis comment on peut les influencer.
Puis, comme point de départ, là, ce que je vous propose, c'est un cas classique. Je pense que ça, on comprend un peu comment ça marche, mais quand même, c'est bon de se le rappeler. À partir du moment où on publie un site web, là, ici, c'est un site web qui présente un livre, mais ça pourrait être un spectacle de danse, ça pourrait être un chorégraphe, ça pourrait être une œuvre disponible à la tournée sur le site de la danse sur les routes. Vous comprenez le principe. À partir du moment où on a une page web, il y a, par différents moyens, là, ce qu'on appelle les robots d'indexation de Google vont le découvrir. Donc, pour qu'ils le découvrent, soit il faut qu'on ait dit à Google, écoute, mon site existe, ou il faut que quelqu'un ait fait des liens vers notre site. Peu importe la façon dont il le découvre, à un certain moment, il va venir, il va lire le contenu des pages, il va se constituer un index, puis là, il va pouvoir, quand les gens font des recherches sur le moteur de recherche, là, que ce soit sur google.com ou google.ca ou google.fr, évidemment, il va adapter les résultats en fonction de quelle version de Google on est en train de consulter, mais à partir de son index, il va pouvoir constituer des résultats. Donc, puis là, disons qu'on garde 5 pour l'instant. Les mots qui sont dans mon site sont indexés pour que les gens puissent trouver mon site quand ils cherchent ces mots-là. Par contre, c'est un petit peu plus complexe que ça, tout le système qui se met en place autour de l'indexation, parce que d'abord, le flot de visiteurs humains, j'ai parlé des robots qui indexaient et qui mettaient ça sur la page de résultats. Le flot de visiteurs humains, lui, il se promène un peu partout. Hein. Les internautes qui vont faire des recherches ici, comme on l'a vu tantôt, il y en a plus de 50 ou environ 50 au moins, qui vont rester là. C'est-à-dire qu'ils ne sortiront pas. Donc, j'ai beau avoir fait indexer mon site, ils ne viendront pas me visiter. Évidemment, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont aller me visiter. Oui, bien sûr, ils vont voir le résultat. Il y en a un certain nombre qui vont aller vers d'autres destinations sur le web parce que sur la même requête, sur le nom de mon spectacle de danse ou sur le fait que je cherchais des spectacles de danse à Trois-Rivières, ils vont cliquer sur d'autres liens ou ils vont voir d'autres informations. Puis, les données qui vont apparaître là, malheureusement, ne sont pas entièrement sous mon contrôle. Bien sûr, si j'ai fait un bon travail, puis j'ai les bons descriptifs dans ma page, puis les bons mots, j'espère que l'information provenant de mon site va bien sortir là. Mais il y a des dizaines et des dizaines et des milliers, des millions d'autres sites qui existent aussi dans cet univers-là, puis qui ont tous été visités par les robots d'indexation de Google et qui, eux aussi, vont influencer le contenu qui est là. Fait que la dynamique de j'ai un site qui est indexé va se retrouver sur Google. Que les gens sortent d'être présents et repérables ici, je suis obligé de tenir compte d'un peu tout ça. Je suis obligé de me demander où est-ce que j'ai de l'influence. Puis moi, je propose de le réfléchir en se disant qu'il y a deux zones de contrôle total, en théorie, sauf pour les contraintes techniques. On y reviendra de mon propre site. Puis, j'ai une zone d'influence partielle sur des sites tiers. Puis là, les sites tiers, ça peut autant être des médias qui mettent des hyperliens vers mes contenus, ça peut être des réseaux sociaux qui pointent vers mes contenus, mais ça peut être aussi des pages Wikipédia, des pages Wikidata, des pages IMDb. Si mes créateurs sont aussi réalisateurs dans le domaine du film, ils existent sur IMDb. Donc, cette zone-là, on a une influence partielle, en ce sens que parfois, on peut déposer des données, parfois pas. Il y a des contrôles, il n'y a pas de contrôle. Il y a des choses où c'est simplement nos actions de découvrabilité plus traditionnelles. Tantôt, il y avait la promotion ou les relations de presse, mais ça va générer aussi des présences sur le web qui vont influencer cette dynamique d'indexation. Fait que tout ça pour dire, pour conclure ma longue introduction, là, vous voyez, je suis parti très large, puis j'essaie de nous amener très précisément sur quelque chose. Il faut retenir que l'endroit où on a un contrôle en théorie totale, c'est notre propre site. Puis c'est pour ça que ça peut être, et là, chacun a sa stratégie, mais ça peut être une des zones d'intervention à prioriser. C'est important du projet de la danse sur les routes. Aujourd'hui, je ne vais pas laisser de côté, mais disons, on va moins s'attarder à ce qu'on appelle le référencement
disons, traditionnels, là. Donc, l'optimisation de la rédaction des textes pour les moteurs de recherche, l'optimisation des balises, l'utilisation du H1 pour le titre et puis de ce genre de choses-là. Ce sont toutes des pratiques importantes sur le référencement. On va parler d'une autre pratique qui a un impact oui, sur le référencement, mais aussi beaucoup sur les résultats enrichis qu'on voit dans les pages de résultats de Google. Et c'est le sujet des données structurées. Qui était l'objet du projet pour lequel j'ai collaboré avec la danse sur les routes. Petit avertissement avant de poursuivre. Puis ça, je le fais de plus en plus parce que des fois, il y a des évidences quand on parle de ces sujets-là qui ne sont pas des évidences. Donc, quand vous lisez données structurées, vous pouvez lire un nom et un adjectif. Là. Il y a des données et elles sont structurées. Puis à la limite, ça, c'est vrai de toute base de données. C'est vrai d'un beau vieux fichier Excel avec des colonnes bien faites. Là, les données sont structurées. Cependant, dans un contexte de projet de découvrabilité, quand on parle de données structurées, on fait plutôt, en général, référence à un standard qui permet d'intégrer dans des pages web des données qui sont structurées, là, donc le nom et l'adjectif, mais qui vont être plus facilement lisibles par des moteurs de recherche. Puis on va voir de façon un peu plus concrète c'est quoi, là, mais retenez qu'on utilise le même mot, là, puis souvent j'entends des gens qui disent « oui, j'ai des données structurées » en faisant référence à leur base de données qui a une belle structure. C'est vrai, ce sont des données adjectifs, elles sont structurées, mais ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est d'autres choses. On va voir concrètement c'est quoi dans 2 secondes. Donc, l'idée des données structurées, c'est de partir d'une page web qui décrit ce qu'on peut, moi j'appelle des objets ou des entités, qui décrit des choses, disons. Puis, cette page-là, ben, elle a été pensée pour nous donner plein d'informations importantes, comme voici un spectacle qui est disponible à la tournée, il a été créé en 2018, il dure 40 minutes, il y a besoin de 4 interprètes, ainsi de suite. Ça, c'est tiré du site de la danse sur les routes. Puis l'information telle qu'on la voit présentement, un moteur de recherche ne la considérerait pas comme étant structurée, en ce sens que c'est du langage humain, il y a des mots, oui, il y a des indicateurs là, pour nous dire un peu de qu'est-ce qui est quoi, mais un moteur de recherche ne te verra pas comme étant structuré. Il y a possibilité de mettre dans la page web, dans le code source qui a mené à cette page web-là, de l'information qu'on appelle les données structurées, ce à quoi je faisais référence dans 2 secondes. Une façon de voir si une page web contient des données structurées, puis vous pourrez vous amuser à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de simplement noter l'URL, donc l'adresse de la page web, aller à l'adresse validator.schema.org, entrer l'adresse en question, attendre une fraction de seconde, parfois une seconde ou 2, et avoir un résultat qui va vous présenter à gauche le contenu, ce que j'appelais le code source de la page web, puis à droite, ce que le validateur de Schema a détecté dans la page en question. Donc, la page, je vous disais, on décrit une œuvre qui a été créée en 2018 qui dure 40 minutes. Bien, dans le cas du site de la danse sur les routes, vous allez voir que oui, il y a une œuvre. Là, évidemment, ici, là, ma saisie d'écran, excusez, ma saisie d'écran n'est pas assez longue, là, mais plus bas, on verrait qu'elle dure 40 minutes, qu'elle a été créée en 2018, ainsi de suite, mais dans un format optimisé pour la machine, pour la lecture par nos moteurs de recherche. C'est ça qui va éventuellement mener, oui, je pense que j'ai vu une main levée, donnez-moi une demi-seconde, c'est ça qui va éventuellement mener, on l'espère, à nos résultats enrichis dont on parlait tout à l'heure. Oui, il y avait une question. C'est juste techniquement, ça, si je fais un clic droit et que j'inspecte, je peux trouver ces informations-là. Je suis obligée de passer par ce pour que ce soit rangé. Oui, ben, la réponse, c'est oui, la plupart du temps. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ou 3 façons d'encoder cette information-là. Donc, la plus traditionnelle, ben, disons pas la plus traditionnelle, celle préférée par Google, c'est ce qu'on appelle le format JSON-LD. Et donc, ça, typiquement, si tu fais bouton droit puis inspecter, tu devrais le voir s'il est beau et propre et bien mis dans la page.
Et si tu as des extensions, c'est-à-dire que le clic droit, ça marche parce que normalement, c'est le DOM tel qu'il a été complètement interprété après exécution de JavaScript. Ensuite, là, je vais dans le très technique, mais la plupart du temps, ça marche, mais disons, pour être de façon plus propre, plus facile, le validateur va beaucoup aider parce que le validateur, tu sais, mon hésitation est sur le fait que des fois, la page n'utilise pas JSON-LD, va utiliser des microdata, des microdata, où il va y avoir des propriétés sur plein de balises, là, ça devient super difficile à suivre. Puis l'autre chose, en regardant le code source de la page, faites attention parce que il y a de plus en plus de sites qui vont injecter les données avec du JavaScript qui est seulement exécuté du côté du navigateur. Donc, si tu regardes la source de la page, tu ne le verras pas. Si tu regardes la source de la page avec un outil de développeur installé dans Chrome, par exemple, là, on va les voir. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise typiquement en fait, pour tout dire, là, si je veux répondre à la question très concrète, moi, quand je fais des projets, j'ai à la fois ma source de la page, le validateur schema, le validateur des résultats enrichis de Google et peut-être le validateur des actions de Google ouvert, là, puis on navigue un peu à travers tout ça. Mais oui, elles sont visibles à condition que tu aies accès au bon outil. OK. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est une réponse longue, là, mais il y a plusieurs éléments à tenir en compte. Donc, ça, c'est nos fameuses données structurées. Les données structurées, Schema, c'est un vocabulaire, en fait, qui nous aide à décrire, comme je disais, des objets, des entités. Dans le cas de la danse sur les routes, on a choisi de se concentrer sur 4 types d'entités qu'on décrit parce que ça correspond à ce qui est disponible sur le site. On n'inventera pas de la donnée structurée pour des choses qu'on ne présenterait pas de toute façon sur le site. Le site, c'est un répertoire. Mais en fait, c'est plus que ça. Pierre-David, je ne vois pas sa caméra, peut-être qu'il me chicanerait si je dis le site, c'est un répertoire. Il y a peut-être beaucoup plus, il y a définitivement plus que ça, mais il y a un volet répertoire où il y a des personnes, des organisations. Donc, les personnes, ça peut être des chorégraphes, ça peut être aussi des points de contact d'une organisation. Les organisations, ça peut être des compagnies de danse, ça peut être des diffuseurs. Il y a des œuvres puis des spectacles. La nuance entre œuvre et spectacle, c'est que pour moi, le spectacle, c'est la version programmée de l'œuvre. Elle va avoir lieu à telle date, à tel endroit. Donc, c'est les objets qu'on a choisi d'encoder en données structurées dans le site de la danse sur les routes. Il y a des dizaines d'autres types d'objets qu'on peut mettre dans un site web selon ce qu'on veut faire. Des librairies en ligne vont décrire des livres, des sites, je ne sais pas moi, qui compileraient des vidéos vont évidemment mettre des données structurées de vidéos. Là, il y en a des dizaines d'autres. Dans le cas de la danse sur les routes, on s'est concentré là-dessus. Puis pour bien faire les choses, on a choisi de développer des gabarits de JSON-LD adaptés à ces 4 types d'objets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation derrière ça, évidemment, c'est comme je disais, de stimuler l'apparition de données enrichies, de favoriser la découvrabilité de tout ce qui est sur le site de la danse sur les routes. On a choisi de ne pas y aller nécessairement au strict minimum, en ce sens que les œuvres, si on va dans la documentation de Google sur les données structurées, le type Creative Work qu'on a utilisé pour décrire les œuvres, il ne donne rien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'est pas associé précisément, contrairement à personne ou à organisation ou à événements, spectacle événement, qui, eux, sont associés typiquement à des types de données enrichies. Œuvre, il n'est pas tant. En tout cas, dans la documentation officielle, il n'y a aucune référence à ça. On a choisi d'aller plus largement que ça. Même chose dans les gabarits qu'on a fait. On a choisi d'être un peu plus large que les propriétés minimalement recommandées. Ça nous a amené certains enjeux dont je vais parler dans la présentation. Stéphanie m'avait dit présente ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien. Je vais faire le tour de tout ça. Donc, on a choisi d'y aller comme ça puis de couvrir un petit peu plus large que les propriétés minimales en se disant d'abord, ça va servir pour le futur. Ensuite, ça peut servir à d'autres fins que l'indexation par Google. Ça, c'en est une super importante. Comme je disais, Google, c'est le point d'entrée sur le web pour bien des choses, mais on n'est pas obligé de se limiter à ça. Donc, ce que ça a donné concrètement, c'est 4 gabarits qui sont disponibles en code source libre à télécharger au besoin sur le site GitHub dont l'adresse est là. GitHub, c'est un outil pour partager du code source. Puis chacun des gabarits, en fait, va prendre la forme d'un exemple concret qui croise les recommandations de Google, les recommandations de Schema,
et quelques propositions que nous, on a. Et ces gabarits-là ont été utilisés par le développeur du site de la danse sur les routes, par l'intégrateur WordPress, pour les ajouter dans les pages du site. Et donc, ça soulève la question de comment on ajoute des données structurées à son site Web. Et j'ai choisi de laisser la face du petit bonhomme perplexe comme réponse. La réponse va varier d'un site à l'autre, va varier d'une technologie à l'autre, et même à l'intérieur d'une même technologie, il peut y avoir des contraintes différentes. Donc, un cas classique, c'est WordPress. Évidemment, WordPress est utilisé dans plusieurs organisations. Dans le cas de la danse sur le route, c'est ça. Mais WordPress, comme vous le savez, si vous avez déjà travaillé un peu avec, il existe des multiples versions de WordPress avec des plugins, pas de plugins, avec des droits d'administration plus ou moins avancés. Je ne pourrais même pas vous répondre exactement, précisément à la question comment le développeur web de la danse sur les routes s'y est pris pour son instance WordPress à lui. Ce qu'il faut retenir, c'est que typiquement, vous avez besoin de l'intervention des programmeurs dans votre site. Il faut avoir accès à l'endroit qui bâtit les gabarits des pages. De la même façon que si vous vouliez changer complètement la mise en page, il faut avoir accès au code source. Mais c'est un peu la même chose pour les données structurées. Typiquement, si vous avez accès au code source de votre site, éventuellement, vous allez pouvoir le faire. Ajouter des données structurées. Une question que j'ai souvent à ce sujet-là, c'est est-ce qu'il faut que pour chacune des pages, je saisisse tous les champs, les gabarits, là, ce que je vous ai montré il y a 2 secondes, est-ce qu'il faut vraiment que je tape tout ça? Puis la réponse est la même qu'à la question est-ce que si j'ai 23 pages d'individus dans mon répertoire, est-ce qu'il faut que je fasse la mise en page 23 fois? La réponse est évidemment non. Vous allez remplir des champs dans le nom, le prénom, l'image, ainsi de suite. La page se bâtit elle-même. C'est la même chose pour les données structurées dans une implantation qui serait efficace, disons. Est-ce que j'ai vu une question? Excusez, des fois, je ne regarde pas partout. Nancy, oui. Moi, je n'ai pas fait encore mon site, évidemment. Mais j'ai beaucoup de choses là, sur Internet pour avoir de la visibilité puis qu'on me retrouve, évidemment. Quand je vais faire mon site, est-ce que la personne qui va faire mon site, admettons, elle va savoir où aller chercher les données structurées à mon site web? Est-ce qu'elle va connaître ça, cette personne-là? C'est une très bonne question. Puis là, je vais faire la réponse la plus honnête que je peux faire. C'est un peu un coup de dé. Ça va dépendre de la personne. Il y a des gens qui connaissent ça, puis il y a des firmes de développement web très connues, très cotées qui ne connaissent pas ça. On est un peu, j'aime pas l'analogie, mais disons, on est peut-être un peu avec les données structurées là où on était il y a 10-15 ans avec les sites mobiles responsive. Il y a 15-20 ans, les gens ne proposaient pas d'emblée, alors qu'aujourd'hui, les agences web, une agence qui ne vous proposerait pas de faire une version adaptée pour mobile de votre site web, je dirais, là, ça ne marche pas, ils ne sont pas à jour. Là, aujourd'hui, une agence web ou un développeur web qui ne connaîtrait pas les données structurées, je dirais, il faudrait qu'ils se mettent à jour, mais je ne serais pas encore prêt à dire qu'il est anormal ou atypique. Là. Il y en a plusieurs qui ne connaissent pas ça. Il y en a plusieurs à qui vous allez dire données structurées, puis ils vont penser, comme je le disais au début, à données dont la qualité est d'être structurée, puis qui vont dire oui, c'est une base de données SQL, c'est structuré, ça, il n'y a pas de problème. Fait que non, malheureusement, ce n'est pas automatique. Il faut le demander, il faut peut-être faire un peu d'éducation. Ceci dit, moi, mon expérience, c'est que en les pointant aux bons endroits, ils vont rapidement comprendre. C'est-à-dire que la documentation et de Google et de Schema pour des développeurs, c'est leur langage. Puis en particulier, si vous utilisez JSON-LD comme façon d'encoder les choses, c'est des choses avec lesquelles les développeurs sont très habitués de travailler. Là où c'est important, la question est super bonne aussi de le dire dès le départ, c'est que ça peut avoir des gros impacts aussi sur d'autres éléments liés au site, la façon dont les données, vous allez les saisir. Doit non seulement tenir compte de la mise en page que vous voulez avoir, mais aussi de ce qui va se retrouver dans ces données structurées-là.
je donne un exemple un peu farfelu, mais pas tant. Si votre site décrit des spectacles, les spectacles ont sûrement les représentations des spectacles. Frédéric a fait une intervention, donc on va parler des représentations. Là. Les représentations, elles ont une heure, une date et une heure où elles vont avoir lieu. Si vous ne pensez pas données structurées, peut-être que vous allez avoir un grand champ texte, vous allez écrire c'est à telle date et à tel endroit, puis ça commence à 8 heures. Alors que si vous pensez données structurées, c'est sûr que vous allez avoir un champ pour la date puis un champ pour l'heure ou un champ date et heure, là, mais qui vont être optimisés pour pouvoir se retrouver dans ces données-là. Christian, c'est Ouais. Pierre-David. Je dirais que nous, un apprentissage de ce processus-là, c'est le deuil de l'esthétique du site web. Vraiment. On a vraiment beaucoup. On s'est dit qu'on allait mettre l'investissement de temps et d'énergie sur des formats d'esthétique très, très simples, très épurés, puis qu'on allait mettre de l'énergie surtout sur ce qui était en arrière. Mais ouais, ça a été, disons, un deuil, un apprentissage. Auparavant, on travaillait beaucoup l'esthétique de nos sites web. Là, je ne sais pas. Nous, on s'est résolu à la plus simple expression d'à peu près toutes les fonctions. Ouais. Puis ça, je pense que, tu fais bien de le mentionner, je pense qu'il faut le voir comme étant un résultat d'un ensemble de compromis aussi que tu fais dans un projet où il y a des contraintes associées à l'historique sur les technologies, des contraintes associées au budget, ainsi de suite. Je ne pense pas qu'il faut retenir que données structurées implique nécessairement esthétique moins optimale. Au contraire, là, il y aurait moyen d'y arriver. Là, évidemment, après, dans le cas de la danse sur les routes, tu m'interromps, Pierre-David, si j'entre dans des informations que vous ne voulez pas partager, mais il y a aussi la contrainte que ces données-là ne sont pas dans le CMS WordPress, elles viennent d'une base de données tierce qui est montée à Airtable. Le plugin qui permet de communiquer entre Airtable et le CMS WordPress a ces contraintes qui ont mené à des pages à l'esthétique limitée. Fait que là, c'est ça, c'est l'assemblage technologique qui amène certaines contraintes-là. Et donc, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je ne veux juste pas qu'on retienne que c'est soit beau, soit donné structuré. C'est pas une équation. Depuis maintenant 2 ans là, que je fais des transferts puis des accompagnements autour du fonctionnement des moteurs de recherche. C'est plutôt une question de méthodologie, puis je pense qu'il est temps qu'on adopte une méthodologie pour faire des sites web qui ne soient plus, qui sortent en fait du domaine de la publicité et de la communication imprimée, parce que ça a été ça. À partir du moment dans l'histoire où on a pu des programmeurs qui s'occupaient de tout sur un site web, au milieu des années 90, ce sont des firmes de communication ou des agences de pub, en fait, c'est plutôt la pensée pub qui s'en est occupée. Donc, je dis généralement, si on vous propose un projet et que ça commence par le design d'une maquette visuelle, ça commence pas bien. On n'est pas du tout dans la communication numérique, on est dans la communication personne. Et donc, ce n'est pas un choix. Ça peut être très esthétique, en fait. Il y a des sites qui fonctionnent, mais généralement, c'est des sites, malheureusement, de grandes marques où on a compris, il y a quand même assez longtemps, cette structure-là. Donc, ça commence par la structure de l'information, mais ça commence déjà par une stratégie, connaître ses publics, savoir de quoi on va leur parler, qu'est-ce qui va les intéresser, puis comment ça va être structuré. Mais après ça, c'est structurer l'information. Et en dernier, c'est là qu'arrive le vrai travail de design, d'ergonomie ou d'expérience utilisateur. C'est qu'on va devoir composer avec les exigences et les contraintes de la structure de l'information et du contenu qu'on va mettre dedans. Et j'espère aussi qu'on ne retrouvera pas ce que j'ai trouvé sur plusieurs sites, des sites avec beaucoup de données de schema en JSON-LD, mais dont le contenu apparaît, la moitié des contenus ne sont pas sur le site. Et ça vous pénalise énormément pour le référencement. L'inverse, oui, c'est ça, d'avoir seulement les données structurées, mais rien. Oui, c'est la première règle du moteur de recherche qui dit attention, quand vous utilisez du schema, si le contenu n'est pas lisible par l'utilisateur, c'est que vous êtes en train d'essayer de détourner le moteur de recherche. Donc, vous pouvez déjà même être ce qu'on appelle l'intervention manuelle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un chez Google qui va mettre votre site dans la liste noire des sites. Voilà.
Donc, il n'y a pas de choix à faire, hein? C'est vraiment une question de méthode. Oui, puis je suis d'accord sur le fait, puis je suis convaincu que, je pense que c'est généreux de la part de la danse sur les routes de partager là où ils s'en sont. Je suis convaincu que ces affaires à refaire le projet aujourd'hui, ils sont dont on parlait, puis comme tu disais, Pierre-David, il y a un deuil qui a été fait de votre côté à cause de différentes contraintes sur l'aspect esthétique. Il reste qu'il y a quand même des résultats, puis je vais en parler rapidement de la question des impacts, puis après ça, pour nous garder du temps pour les questions, on a commencé les questions, là, mais juste parler vite que moi, j'essaie de plus en plus d'intégrer dans mes projets l'idée de se dire il faut qu'on vérifie si ça a un impact, ce qu'on fait. Oui, on le fait pour la vertu, on le fait pour des données structurées, on le fait parce que Google nous dit de le faire, mais est-ce que tout ça, ça rime à quelque chose? Dans le cas de la danse sur les routes, on est en cours de mesure d'impact. La méthodologie qu'on utilise, en fait, c'est de choisir une série de requêtes. Là. On en a une centaine qui sont associées à la danse, puis au spectacle de danse, puis aux œuvres qui sont sur le web. Puis on analyse toutes les pages qu'on obtient sur Google à partir de ces requêtes-là. Donc, on passe vraiment tous les résultats organiques, les résultats enrichis, puis on compile tout ça dans des grands tableaux là, qui nous disent pour chacune des requêtes, c'est quoi la source de l'information qui est affichée quand on peut détecter la source, évidemment. Puis on s'est donné des catégories, des codes de couleurs pour essayer de voir est-ce que le code de couleur qui correspond au site de la danse sur les routes augmente, celui de ces sites partenaires augmente-t-il aussi, ainsi de suite. On va essayer de publier un peu d'informations sur ces résultats-là éventuellement. Évidemment, ces mesures-là sont semi-automatisé. Là, on utilise un outil qui s'appelle Hercule que je développe pour faire ça. Ceci dit, pour tout le monde qui souhaite faire des efforts, une façon de constater les résultats de ces efforts-là, en tout cas, à tout le monde de constater que les choses sont indexées et qu'elles fonctionnent, c'est d'utiliser l'outil Search Console de Google. Puis là, ça, je voulais l'amener parce que c'est gratuit, c'est à la portée de tous et c'est aussi méconnu. Tantôt, quand je répondais à la question, de savoir que les développeurs web ne connaissent pas nécessairement les données structurées, ça, je suis extrêmement étonné de voir qu'il y a plein d'agences web qui ne configurent pas de Google Search Console, alors que c'est l'outil les robots d'indexation dont on parlait tantôt, est-ce qu'ils sont venus le voir, puis à quelle date, puis est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché, ça a-tu planté? Donc, si vous mettez des projets de ce type, vous mais sous forme de vidéo ont augmenté depuis qu'on a déployé. C'est récent, là, mais depuis qu'on a déployé nos résultats. Puis, évidemment, tantôt, je vous ai dit qu'on parlait des organisations, des œuvres, des personnes et des spectacles, des représentations. Mais dans tout ça, dans nos gabarits de données structurés, on intègre les vidéos. Donc, on n'a pas choisi de publier un vidéo object là, directement. On le fait comme étant partie de nos descriptions d'œuvres. Puis, on commence à voir ce genre de résultats-là. Évidemment, c'est très difficile de savoir est-ce que c'est exclusivement attribué ou à des changements dans la façon dont Google traite les vidéos de essayer de voir est-ce qu'on a des impacts. Le premier impact, c'est est-ce qu'on a été indexé ou pas, et c'est la Search Console qui va nous le dire.